Aujourd'hui, tu vas apprendre tout sur comment panner tes instruments orchestraux, d'en faire de façon professionnelle, fine, transparente et le plus réaliste possible. Ça va pas être avec ce bouton-là, ça va être avec une technique un petit peu plus compliquée mais qui est hyper intéressante. On voit ça dans cette vidéo. Quand on mixe de la musique orchestrale ou cinématique, eh bien il y a deux grands piliers qu'il faut savoir bien maîtriser, qu'il faut pas louper. On va voir tout ce qui concerne les volumes, donc les niveaux d'intensité sonore. Le gros pilier, ça va être tout ce qui est spatialisation, c'est-à-dire l'espace dans lequel l'instrument est enregistré. Donc on va avoir justement la partie qui concerne la pièce dans laquelle l'instrument est enregistré, donc la salle de concert par exemple. Ensuite, à quelle distance est-ce qu'on est de cet instrument, ou bien à quelle distance entre guillemets est-ce qu'il est dans l'orchestre par rapport au chef d'orchestre. Et enfin, on va avoir quel est son placement droite-gauche, donc quel est son emplacement dans notre panoramique stéréo. Et donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et si tu choisis de rester pour regarder la suite de la vidéo, je m'appelle Adrien, bienvenue dans mon studio. Tu as peut-être déjà entendu mes musiques sur les bandes annonces de ces films-là, et sur cette chaîne YouTube, je partage mon expérience de compositeur, donc n'hésite pas à t'abonner. Quand on va comme ça créer de la musique ou mixer de la musique orchestrale avec des instruments virtuels ou bien même avec des vrais enregistrements d'un orchestre, l'idée c'est d'en fait, grâce aux micros qui ont été placés sur scène, de donner l'impression, une fois qu'on se retrouve devant nos baffles ou avec notre casque, d'être en fait au premier rang, juste derrière le chef de chœur, et d'avoir comme ça l'énorme orchestre qui est devant nous. Et donc pour ça, ça va être un petit peu un jeu psychoacoustique parce que nous, devant nous, on a réellement quoi? Deux sources sonores, deux signaux mono, donc mono droite, mono gauche, ou bien avec le casque ou bien avec les baffles. Et ces deux signaux mono vont être interprétés par notre cerveau pour reconstruire comme ça toute panoramique stéréo, un véritable paysage d'instruments, donc toute la scène qui va apparaître devant nous simplement avec deux sons mono. Et ces deux sources mono vont partager en fait majoritairement leur source d'information, mais avec quelques petites différences qui donnent cette sensation justement qu'on étale le son sur tout le spectre. Si c'était totalement différent, alors on aurait juste l'impression qu'il y a du son qui sort à droite et du son qui sort à gauche, alors que s'il y a juste des micro-différences, alors on peut commencer à répartir les choses sur notre panoramique stéréo. Un son qui serait pile au centre, c'est un son qui sera à l'identique en termes d'information et en termes de volume par les deux baffles, et donc là on va le sentir pile au centre. Un son qui sortirait plus ou moins à mi-chemin, par exemple c'est un son qui va sortir quasiment à l'identique en termes d'information, légèrement plus fort d'un baffle et légèrement moins fort d'un baffle, et donc on va le placer un petit peu voilà, sur le côté. Mais donc il faut qu'il y ait quand même une franche similitude pour avoir l'impression que les choses se placent, et ensuite on va avoir cette différence de volume qui va pouvoir faire décaler comme ça ce son entre la droite et la gauche de notre panoramique stéréo. Et quand on y pense, en fait, c'est assez logique, hein. Dans la salle de concert, on va avoir différents micros qui vont enregistrer la même musique, donc la même information, mais ces micros vont être à une distance, vont être à une certaine distance les uns des autres, et donc à une certaine distance des différents instruments, des différents murs de la salle, etc. Et donc ils vont capturer une information qui est très légèrement différente. Par exemple, un micro qui va être très proche des violons, il va capturer une information où les violons sont plus forts, et il va la capter très rapidement. Un micro qui est beaucoup plus loin des violons va capter l'information des violons, mais avec un volume moins fort, avec un certain délai, quelques millisecondes avant que le son arrive taper dans le micro. Et en plus de ça, eh bien, le son en traversant la salle et donc cette vibration en traversant une certaine masse d'air sur plusieurs mètres va également être physiquement modifié. Il y a quelques petites modifications qui s'opèrent avant qu'ils touchent la membrane de l'autre micro. Et donc tout ça fait que on a ensuite deux signaux qui sont très légèrement différents et qui nous permettent d'avoir cette sensation de « ok, quelle taille a cette pièce ? Où est-ce qu'on est dans cette pièce et où est l'instrument par rapport à nous, par rapport aux micros qui ont été mis en place. » Et dans la plupart des cas, en fait, on va pas avoir grand-chose à faire parce qu'au moment où ils ont enregistré la librairie, eh bien, ils ont mis les musiciens aux bons endroits, ils ont mis les micros aux bons endroits, et ça se traduit par le fait que quand on joue, eh bien, on entend les musiciens au bon endroit, on entend la pièce, etc. Toutefois, il y a quand même certaines librairies où il faut un peu bouger les choses pour que ça soit correct, ou bien dès qu'on commence à mélanger différentes librairies, eh bien là, on va devoir commencer à panner certaines choses pour que tout soit cohérent ensemble. Et d'ailleurs, si tu écoutes différents albums de musique de films, de différents films, si tu les écoutes les uns après les autres, tu verras très bien que tout n'est pas placé pile poil au même endroit. Oui, les violons ils vont toujours être à gauche, les trompettes elles vont toujours être à droite, etc. quoi, en général. Mais voilà, parfois c'est plus à droite, plus à gauche, en fonction du film, de s'ils veulent un son super large, super hype, ou bien s'ils veulent un truc un peu plus intimiste, etc. Donc ça, c'est assez intéressant de passer d'une musique à l'autre, d'écouter un peu, ah, ils ont mis les violons plutôt là, ah non, ils les ont mis plutôt là cette fois-ci. Donc voilà. Et on va maintenant mettre ça en application avec un son stéréo, une section de trombone qu'on va essayer de panner un peu plus vers la droite. On va avoir un signal dans notre signal stéréo qui arrive dans notre oreille gauche,
un signal qui arrive dans l'oreille droite, et ces deux signaux ensemble nous donnent la sensation que on a une panoramique stéréo devant nous. Quand on utilise la fonction de panning dans les logiciels d'enregistrement classiques, genre le petit bouton ici qui est en général au-dessus du volume, eh bien c'est du balance panning. On va écouter ce que ça donne. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien en fait, on a donc notre left et right channel. Quand on est en train d'utiliser du balance panning, on touche quasiment pas, par exemple, au right channel, mais on va diminuer le volume du left channel. Et donc si on écoute juste le volume du left channel et qu'on utilise le balance panning, on voit qu'il disparaît progressivement. Donc c'est simplement une histoire de balance entre le volume de la droite et de la gauche. Et si on fait ça avec des instruments orchestraux, ce qui est dommage, c'est qu'on vient appauvrir notre signal. On vient perdre toute l'information qui avait été captée par les micros qui sont ici transmis dans notre oreille gauche en l'occurrence. Et on vient donc appauvrir notre son. On perd plein d'informations sur la taille de la pièce, la distance des musiciens par rapport au mur, etc. Et on n'a plus que le son qui avait été capté par ce qu'on a ici dans l'oreille droite. Et on a un son de plus en plus fin, de plus en plus mono, et forcément de plus en plus pauvre parce qu'on a perdu toute une partie de l'information. Donc ça, on va éviter de faire. Et donc on peut utiliser ce qu'on appelle du stéréopan. Et dans le stéréopan, on vient en fait prendre, si on veut panner à droite, on va prendre ce qui était dans le left et on va le mettre dans celui qui était à droite. Donc oui, on a une diminution du volume de ce qui se passe à gauche, mais on est en train, en fait, de prendre ce son-là et de le mettre à droite. Et donc, si on écoute ce que ça donne... Et donc, on va écouter juste le left channel. Il ne disparaît plus. Il est en train de se balader et de partir justement de l'autre côté. Donc ça c'est pas mal, parce qu'on perd plus d'informations. On a toujours toute l'information qui existe, on a encore toute la richesse du son, mais par contre, on est en train de créer une sorte de mur virtuel dans notre panoramique stéréo qui est en train de ramener notre, tout ce qui avait été enregistré de l'autre côté plus proche, quoi, en train de rapprocher les micros. Sauf que ce qui est bizarre, c'est qu'on se retrouve avec un spectre stéréo beaucoup plus étroit, mais avec un contenu d'informations sonores qui correspond à ce qui aurait dû y avoir si on avait des micros qui étaient plus loin. Et donc, c'est pas terrible. Et en plus de ça, on est en train de créer un vide de son derrière ce mur virtuel où il n'y a que du silence. Parce que, forcément, quand on écoute ce truc left, et progressivement, on n'a plus rien en fait de ce côté-là. On est en train de créer voilà, un vide sonore. Et donc, dans les deux cas, c'est pas idéal. L'idéal, en fait, ce serait de pouvoir garder les murs où est-ce qu'ils sont, de garder notre pièce, de garder voilà, la richesse de cet espace et de simplement pouvoir dire aux musiciens « Ok, décalez-vous un peu ». Et donc, ça, comment est-ce qu'on fait ça avec un signal qui est déjà enregistré, avec un signal stéréo? Eh bien, tu vas voir, c'est avec un truc un petit peu plus compliqué, mais qui est trop bien. Donc, c'est maintenant que la vidéo devient super intéressante. Il faut comprendre le principe de directionnalité du son pour comprendre ce qu'on va expliquer juste après. Les hautes fréquences sont très directionnelles, les basses fréquences sont très peu directionnelles. Les hautes fréquences, tu as peut-être déjà entendu dans ta maison, il y a un appareil ou je sais pas quoi qui fait titre, et parfois, genre tu as un titre, et tu tournes la tête, ça disparaît, tu retournes la tête, ça réapparaît. Et en fait, donc, c'est vraiment ces hautes fréquences qui vont nous donner cette information de où sont les choses, et avec la musique orchestrale, c'est la même chose. Les basses fréquences, on va dire c'est la même chose, tu as tes voisins qui font une grosse soirée, ça fait boum boum boum. En fait, ça fait boum boum dans toute ta maison et c'est très difficile en fait de savoir exactement où est le baffle chez tes voisins parce que simplement les basses fréquences sont très peu directionnelles et c'est la même chose dans un studio d'enregistrement. Ton subwoofer, tu peux le mettre, je veux dire, à peu près n'importe où tu veux. Tu vas de toute façon avoir l'impression que tes basses fréquences, elles sont là. Mais c'est très difficile de dire les basses fréquences, elles viennent de là par rapport à là. Par contre, des hautes fréquences, oui. Tu peux vraiment être très précis dans la directionnalité et dans l'emplacement des hautes fréquences. Et donc, quand on comprend ça, on se dit « Ah, mais en fait, si on veut garder notre pièce, et cette pièce est remplie de sons, avec cet enregistrement qui a été fait, il y a eu des hautes fréquences et des basses fréquences qui se sont mélangées là-dedans. Ce serait beaucoup plus logique de bouger juste les hautes fréquences parce que, en fait, si mes musiciens et mes instrumentistes bougent, c'est en fait surtout les hautes fréquences qui vont bouger parce que les basses fréquences, elles vont de toute façon se mélanger dans la pièce et rester très peu directionnelles.
Et donc, on peut se dire, ah, on va faire ça. On va prendre un plugin, par exemple, on va prendre Studio Rack, c'est un plugin qui est gratuit de chez Wave. Et ici, on va le refaire. Hop, delete, bypass, remove, voilà. Et donc ici, si tu mets plus, tu peux faire multiband split. Et quand tu as un multiband split, tu peux créer en fait un crossover à un certain endroit de fréquence. Donc tu pourrais très bien dire genre 300 Hz. Et tout ce qui est au-dessus de 300 Hz, on va le pan. Donc je peux te faire écouter, hein. Ça c'est en dessous de 300 Hz. Ça c'est au-dessus de 300 Hz. Et donc on va se dire, ben, tout ce qui est au-dessus de 300 Hz, on va le pan. Ah, c'est mieux. Parce qu'en fait, en faisant ça, on garde la sensation qu'il y a une pièce avec toutes ces basses fréquences qui se mélangent au mieux. Et on est juste en train de faire partir les hautes fréquences. Et donc ça, c'est déjà beaucoup plus, on va dire, propre et beaucoup plus respectueux de l'enregistrement de base. Parce que voilà, on garde les murs où ils sont. D'autant plus que, en fait, ces hautes fréquences qui ont été enregistrées par les micros, ce sont les premières à disparaître et ce sont les premières à baisser très fort en volume lorsqu'elles doivent traverser une longue distance avant d'arriver dans l'autre micro. Donc, dans tous les cas, le micro qui était loin, il captait en fait principalement, en termes d'équilibre, plus les basses fréquences que les hautes fréquences. Et donc, c'est d'autant plus logique de se dire, ben, on va essayer en fait de pas trop toucher à ces basses fréquences au moment où on panne et d'utiliser plutôt les hautes fréquences. Et ça, c'est déjà beaucoup mieux, mais par contre, c'est pas hyper organique. Parce que forcément, on a un crossover qui est assez brutal et c'est tout ce qui est au-dessus de 300 Hz, voilà. Et tout ce qui est en dessous de 300 Hz, vous bougez pas. Donc, pour avoir quelque chose de plus organique et de plus réaliste, il faudrait se dire, ah, mais ce serait cool d'avoir plein de bandes différentes comme ça et de pouvoir progressivement pan les hautes fréquences. Et donc ça c'est possible avec notamment ce logiciel qui s'appelle Panbox. Et donc dans Tonal Pan, quand on utilise ce panning là, on va justement avoir un panning qui va qui va d'autant plus panner les fréquences qu'elles sont hautes. Donc si on reprend ici le son et qu'on utilise Tonal Pan, c'est vraiment intéressant parce qu'on sent que, surtout dans les basses fréquences, que la pièce reste, je veux dire, entière. On n'est pas en train de réduire notre signal de plus en plus mono. Mais on sent qu'on est en train de panner parce que il y a cet algorithme ici qui permet d'autant plus pan le son que les fréquences sont hautes. Et donc, par exemple, si on fait quelque chose d'assez extrême, on va se mettre genre à 76 là. Et puis maintenant, on va prendre le balance panning et se mettre aussi pareil là. Tu vois là, le son il est vraiment assez, il est quasiment plus que là quoi. C'est assez genre pauvre, c'est plus très réaliste. T'as plus vraiment l'impression d'avoir une pièce devant toi. T'as plus l'impression que les gens ils sont juste là et que ouais, t'as plus la pièce devant toi. Par contre ici, si on prend ça, hop, même si on fait des trucs assez extrêmes comme ça, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose devant. Parce que ces basses fréquences, elles sont toujours là. Et de toute façon, tu vas jamais panner autant que ça. Mais donc ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus subtil. Et maintenant, la Rolls-Royce, le nec plus ultra du panning, c'est d'utiliser donc la fonction ici, Smart Pan. En fait, les extrêmes de mon son, j'ai pas envie de plus les pan. J'ai envie que ça reste, genre les extrêmes. J'ai surtout envie de prendre ce qui est au centre et de décaler un peu de warp, comme si on allait warper, on va dire les hautes fréquences, mais pas genre prendre toutes les hautes fréquences ou toutes les décaler ici comme avec Tonal Pan. Ce serait bien de warp ces hautes fréquences en fait, et donc de faire en sorte que les warp c'est comme dans Photoshop, je sais pas si tu as qui utilise Photoshop, mais disons du warping. Et donc on va essayer de garder les sides, donc on va essayer de garder en gros les hautes et basses fréquences du contour de ma pièce et juste prendre ce qui est directionnel mais dans le centre et bouger ça. Et donc ça, c'est on fait intervenir le principe de mid et de side. Donc M et S. Mid, c'est tout ce qui est mono, donc c'est tout ce qui vient, toute l'information qui est identique dans les deux signaux. Donc left et right, mid, mono. Ça, et donc ce son-là, c'est tout ce qui est en commun avec ces deux signaux. C'est le signal qui est à droite et à gauche. Side, c'est tout ce qui n'est pas en commun. Donc ça donne une sensation un peu bizarre, là, warp, mais c'est un peu bizarre. Et donc, en gros, ce serait pas mal de se dire, on va essayer de faire en sorte que ça ne bouge pas trop, mais que ça bouge. Et ça, c'est avec Smart Pan qu'on peut le faire.
Et là, c'est le truc le plus transparent possible. Parce que là, on est vraiment en train d'avoir l'impression qu'on prend les musiciens, qu'on les décale, tout en conservant de façon le plus respectueuse, en fait, la taille de la pièce. Avec toute sa richesse. Évidemment, ici, on a utilisé le même son depuis le début. Mais si tu accumules ça sur tout ton orchestre et que tu refais ton panning avec ça, en respectant à chaque fois la même taille de la pièce, tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent que si tu avais utilisé juste du balance panning, surtout si tu fais des pannings assez extrêmes. Donc voilà, ça c'est le logiciel s'appelle Panbox de JD Factory. Je ne gagne pas d'argent avec ça, mais voilà, c'est une excellente manière de mixer de façon cohérente et transparente ta musique. N'hésite pas à t'abonner si tu as appris quelque chose. J'espère que tu as appris quelque chose. À la prochaine, ciao ciao.